Voilà, on se retrouve pour ce face-à-face avec vous, André Berkoff. Merci d'être avec nous, écrivain, Bonsoir. blogueur. Fabrice Rousselot, vous êtes co-auteur avec David Revaud-Dallon du livre Le Choc New York-Solferino, le feuilleton DSK, chez Robert Laffont, un livre dont on va beaucoup parler. Vous êtes correspondant à New York des Libérations et donc vous avez suivi aussi bien sûr cette affaire. Cette primaire socialiste et en même temps, on a le sentiment qu'à La Rochelle, depuis ce matin, il y a une sorte d'envie de se castagner, mais que tout le monde se retient et qui sont tous en train de se regarder en se disant on va y aller, mais il faut faire attention. François Hollande sèche un peu la rentrée. Il se fait excuser, on va l'écouter. Par contre, Jean-Christophe Cambadélis encourage Martine Aubry à y aller et il lui dit pas de primaire pépère, pas de primaire chochotte. C'est parti là, c'est parti la bagarre quand même. Deux choses. D'abord, ils vont jouer à Je t'aime moi non plus pendant 3 jours. Parce qu'ils sont obligés, parce que ça va être la bagarre. Et deuxièmement, on l'avait déjà dit, ici même, Ruth, c'est que les primaires vont être un fabuleux piège à con pour le Parti Socialiste. Et ça, on va le voir de plus en plus et au fur et à mesure de ce qui va se passer. Gros handicap pour vous, ça va être terrible, c'est ça? Ça va être très fort et je crois qu'ils vont s'en sortir malheureusement un peu déplumés. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on n'a jamais entendu autant le mot unité que depuis hier et ce matin. Et quand les ténors politiques rappellent qu'en fait, on est tous unis, etc., c'est que généralement, ça se passe moins bien qu'on veut bien le dire. Et je rejoins assez l'idée du piège à con. Et je pense que c'est d'autant plus un piège à con que DSK n'est plus là. Et que donc, on est face en fait à une série d'outsiders qui maintenant sont obligés de quelque part d'en découdre et de se démarquer dans le mois qui vient. Donc, en même temps, bon, voilà, c'est aussi la démocratie. C'est un parti qui montre un exemple démocratique. Vous connaissez bien les États-Unis, les primaires, chez les démocrates, chez les républicains. C'est comme ça que ça se passe. Oui, alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que les primaires, chez les démocrates et les républicains, on croit que ce sont des primaires ouvertes. Elles ne sont pas ouvertes, les primaires. C'est-à-dire qu'on laisse les candidats. Ça dure beaucoup plus longtemps, déjà. Donc, on a le temps d'apprécier, etc., etc. Et ça, c'est la faute de DSK, entre guillemets, on si est vous permettez. Et au final, c'est le parti qui décide, quand même. C'est-à-dire que c'est le parti qui décide avec son argent, qui va... Voilà, on se souvient de primaires où il y avait Dean était par exemple du Parti démocrate était le favori et tout d'un Dean était trop à gauche, donc on est allé vers Kerry. Là, il y a un petit danger, c'est que simplement voilà, il y a un vote, donc on est obligé d'aller vers jusqu'au bout et d'essayer de se démarquer jusqu'au bout. Et les Américains ont l'habitude et ça dure plus longtemps. Et je crois qu'aussi que justement les Américains, enfin les partis sont d'abord des machines électorales. C'est de formidables machines électorales, très rodées, ici pas du tout. Le PS n'a pas été formé, c'est pas son ADN. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Montebourg et Terranova sont allés aux États-Unis, ils ont découvert l'Amérique. Et ils sont revenus avec ce merveilleux produit d'importation, les primaires. Bon, il y a eu aussi des primaires italiennes, André, oui, quand même. Enfin, écoutez, moi, je suis très frappé, vous avez dit cela, moi, je suis très, très frappé quand même que Hollande et Aubry s'embrassent, se regardent, on sent qu'ils ne peuvent pas. Mais c'est normal, il y a un poste, les autres, il faut qu'ils les tuent. Et ils sont alors, il y a Ségolène Royal qui dit je serai la première et je suis la plus dangereuse, qui ne se démonte pas par les sondages. Montebourg, Valls et Jean-Michel Bayet. Écoutez, Jean-Christophe Cambadélis, justement, dès ce matin, il a dit bon, maintenant, ça suffit les mamours, hein, ça suffit les chochottes, on y va, on va à la bagarre, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hein. Écoutons-le. C'est une compétition. Dans une compétition, on se fait pas de cadeaux sur le terrain. On essaye de gagner. Et puis après, il y a la troisième mi-temps. Et la troisième mi-temps, c'est la bataille contre Sarkozy. Et on fait des crocs en jambes pendant On fait des crocs en jambes. On dit ce qu'on pense. On dit, voilà, il y en a marre des socialistes qui ne disent pas ce qu'ils pensent sur les sujets, sur les uns et sur les autres. Tout le monde sait, il faut faire sortir tout ça. Et puis on choisira le meilleur ou la meilleure. Voilà, il y en a marre. Hein. Que Cambadélis dise il y en a marre des socialistes, ça me fait quand même penser à ce que... Non, il y en a marre de cette manière de dire qu'on ne va pas se dire les choses. Mais en même temps, c'est vrai. Mais attendez, s'il y a une élection, il faut dire la vérité. Elle n'est pas faite pour le débat. L'université d'été, c'est pas fait pour ça. Franchement, ils sont faits pour... Chacun d'entre eux va parler, va dire ce qu'il a à dire. Le vrai problème, c'est que comment ils vont présenter alors que la crise s'aggrave? Est-ce qu'ils vont changer leur programme ou pas? Cela dit, on a vraiment l'impression qu'il y a une petite offensive Martine Aubry qui jusque-là, on avait un peu ces j'ai envie, j'ai pas trop envie, je sais pas trop. Et là, il se met dans une position où finalement, voilà, il faut y aller. Les petites remarques sur le bilan de François Hollande, c'est quand même assez extraordinaire. Ces gens,
quand même, François, il est bien gentil, mais alors il nous a laissé le parti dans un sale état. Maintenant, j'ai tout remonté, donc c'est quand même à moi. Donc, on n'a pas l'habitude de ça non plus. Il y a eu quelques petites piques depuis jeudi qui sont... Alors, dans le livre, vous racontez notamment, alors vous racontez bien sûr toute l'affaire, et c'est passionnant, ça fait vraiment un point, mais il y a eu un aspect qu'on n'a peut-être pas beaucoup développé, c'est ces relations compliquées entre Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry, tout le temps de l'incertitude. En fait, il nous faisait croire que ça allait bien, mais ils râlaient chacun dans son coin. C'était très bizarre. C'est-à-dire que c'était une espèce de contrat bras de fer où, en gros, la phrase c'était « celui qui ira, c'est celui qui sera en situation ». Et donc, ça laissait ouverte la porte à toutes les hypothèses, sauf qu'évidemment, plus on se rapprochait des primaires, plus Dominique Strauss-Kahn avait de l'avance dans les sondages, et plus lui était sûr d'y aller. Nous, ce qu'on explique, en gros, c'est le contraire de ce qu'a expliqué Martine Aubry, c'est qu'il était prêt, il avait déjà donné sa date, il était prêt, il voulait se déclarer le 28 juin. Ce qui fait, quand on y pense, 28-06, hein, c'est la chambre du Sofitel. Il avait déjà déclaré, donc il avait déjà trouvé son directeur de campagne, Laurent Fabius. Et pendant tout ce temps-là, en fait, elle disait non, je ne veux pas y aller, voilà, mais en même temps, il faut qu'il se déclare. Les Strauss-Kahniens considéraient qu'elle était une candidate de substitution. En gros, si jamais on ne sait pas pourquoi il n'y allait pas, voilà, eh bien, elle irait. Mais donc maintenant, Martine Aubry nous dit, vous savez, il n'était pas décidé. Honnêtement, il était tout à fait, il était prêt. Il avait son équipe de campagne, il avait son programme, il s'était rapproché d'Ipsos, il avait sa date, il avait tout. Donc d'où deux choses. L'étiquette de substitution demeure quand même, et puis l'effet Strauss-Kahn, effectivement, n'est pas totalement terminé. En tout cas, il est terminé du point de vue politiquement pour la compétition, mais il n'est pas terminé. Le deuil n'est pas fini, vous voulez dire? Le deuil est très très loin d'être fini. Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, j'ai une seule chose, c'est comment on a laissé faire ça. On va le dire, les gens sachant qui il était, ce qu'il était, etc., de ce point de vue-là, quelques dérives, comment on l'a laissé faire et comment toute une équipe l'a appuyé jusqu'au bout. Alors, je vais retourner vers Olivier Mazerolle qui est à La Rochelle, justement parce qu'il y a ce doute sur Martine Aubry, candidate de substitution, parce qu'il y a ce doute sur le côté, elle y va pas assez fort, qu'elle est pas, que François Hollande est devant elle dans les sondages de façon nette. On a l'impression qu'aujourd'hui, elle a mis le paquet, qu'elle a voulu montrer qu'elle y était, qu'elle en voulait, et justement, qu'elle pouvait se permettre quelques petites piques. C'est ce que vous ressentez aussi sur place ? Mais écoutez, Ruth, je crois que Martine Aubry, elle a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui se pose des questions, qui se demande si ça vaut la peine, si vraiment elle veut se jeter dans la mêlée. Elle l'a fait toujours dans sa carrière. Et puis, une fois qu'elle est lancée, en revanche, alors là, elle met le turbo. Voilà, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec la campagne des primaires. Elle a décidé de mettre le turbo parce qu'elle sent bien qu'il faut qu'elle recolle à François Hollande qui a pris un peu de la distance. Et par conséquent, oui, elle met le paquet. Mais elle met le paquet, bon, j'entends dire là qu'elle critique François Hollande. Oui, elle le critique et en même temps, voilà, c'est vrai que le Parti Socialiste n'était pas en bonne santé et elle en a pris également pour son grade à l'époque. Souvenez-vous, quand Bernard-Henri Lévy a fait cet article sur le cadavre à la renverse, c'était pas François Hollande qui le visait particulièrement, c'était aussi Martine Aubry. Par conséquent, là-dessus, il faut remettre les choses en perspective. Martine Aubry, elle met le turbo. Pas forcément totalement contre François Hollande, simplement maintenant elle dit ça suffit comme ça, on va dire les uns et les autres ce que nous pensons réellement, parce que c'est vrai que François Hollande de son côté, lui il se dit moi je fais la course en tête donc j'ai intérêt à ce que tout le monde soit calme et qu'on n'aille pas trop loin dans les explications. Voilà, et ça a marché du coup, vous avez eu l'impression que les militants socialistes ont été sensibles à ce turbo ? Non, on ne peut pas dire ça parce que c'est trop frais. Et puis, de toute façon, les militants socialistes, ils l'ont vu aujourd'hui s'exprimer sur l'Europe et entourés uniquement par des partisans. Donc, franchement, ils n'ont pas trop le sentiment que beaucoup de choses ont changé. Simplement, Martine Aubry, elle veut s'imposer dans l'opinion publique. Parce que ceux qui vont voter, ce n'est pas les militants socialistes. Bien sûr que les militants socialistes vont voter, mais c'est aussi les autres. C'est ceux qui vont venir d'ailleurs. Et c'est là qu'elle veut commencer à s'imposer comme étant quelqu'un de résolu, quelqu'un de combatif, quelqu'un qui véritablement maintenant veut le job. Merci beaucoup Olivier. Ça peut marcher ? Ça peut marcher, bien sûr. Ça peut marcher. Alors, on se demande, enfin, sans faire quand même de prophétie, on se demande si la primaire reste peut-être ancrée aux militants socialistes, Martine Aubry a vraiment ses chances. Si la primaire, qui est ouverte à tout le peuple de gauche dans son ampleur, je pense que François Hollande a plus de chance.
Je crois que de toute façon, c'est ouvert. Je dirais, DSK, la primaire était fermée, j'allais dire. DSK parti, la primaire est ouverte. Donc alors après, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Mais je crois que les trois candidats les plus en vue, que ce soit Martine Aubry, François Hollande ou même Ségolène Royal, qui elle s'active bien plus que les deux autres, qui fait parler d'elle, qui sait utiliser les médias, qui sait se montrer, eh bien pourquoi pas. Bon, il y avait aussi Manuel Valls qui était félicité par The Economist, adoubé par la perfide Albion. C'est quand même... À mon avis, ses concurrents ont payé l'Économiste, parce que je ne sais pas si les socialistes vont être contents qu'ils soient adoubés par l'Économiste. Ultra-libéral comme chacun sait. Merci beaucoup à tous les deux. C'est le journal de 20h de Marc Cottement, bien sûr. On parle de la tornade Irène qui menace la côte est des États-Unis et de La Rochelle, bien sûr.